Et donc maintenant, Loïc Chenet-Gérard, le président de la région Bretagne, je sais que cher Loïc, tu es passionné par l'agriculture. Alors, au vu de ce qui a été dit, comment peut-on accompagner l'agriculture bretonne dans cette transition écologique qui est nécessaire pour l'humanité? Loïc, c'est à toi. 15 Merci, minutes. merci Forou. Je vais essayer. Alors, 15 minutes. OK. Merci Forou. Ravi de vous retrouver tous. Merci au Breizh d'organiser ce débat, cette rencontre avec tous les citoyens qui ont envie de s'intéresser à ces sujets. Nous avons là des enjeux considérables pour nous, pour la Bretagne bien sûr, mais aussi pour l'Europe et quelque part l'humanité, comme le disait Marie-Pascale Delorme il y a quelques instants. Nous avons, à mon sens, trois enjeux à regarder en tant qu'hommes et femmes de gauche, des enjeux à regarder de manière un peu globale. C'est comment nourrir l'humanité demain, comment nourrir cette humanité quand on sera 8, 9, 10 milliards d'habitants sur cette planète, et comment faire en sorte que nous ne nous retrouvions pas en plus des problèmes environnementaux et des problèmes climatiques avec des problèmes qui ne vont pas manquer d'arriver, de mouvements de population, de famine, de déstabilisation d'État. Ce sont des sujets globaux qu'on ne va pas traiter cet après-midi, sinon on n'aura pas assez de temps, mais que la gauche doit prendre en compte dans sa réflexion et que la gauche doit remettre dans le débat au niveau de l'Union européenne, au niveau des systèmes avec nos voisins et je pense notamment avec l'Afrique. Et ce sont des débats qui sont forcément complexes au regard de nos ambitions et de nos problématiques. Le deuxième grand pilier, il y en a trois, le deuxième grand pilier, c'est bien entendu l'environnement. L'environnement global, mais notre environnement en Bretagne, puisque nous vivons en Bretagne, comment faire en sorte de préserver notre environnement, comment faire en sorte d'être en capacité de vivre demain sur cette planète, de vivre demain sur cette Bretagne et de ne pas se retrouver dans un effondrement généralisé, un dérèglement climatique et une absence de biodiversité qui ne nous permettent pas de vivre tout simplement sur notre territoire ou globalement sur la planète. Donc les sujets bien entendu de préservation de l'eau, de l'air, de la terre, de la biodiversité et les enjeux de maintien du climat ou de freins que nous pourrions mettre à l'évolution du climat sont des enjeux à prendre en tête en compte dans l'ensemble de nos modèles économiques, dont ce modèle si particulier, si important qu'est l'agriculture et l'agroalimentaire. Et enfin, le troisième pilier, et là aussi parce que nous sommes de gauche, c'est le sujet de l'emploi. Le sujet de l'emploi dans l'agriculture, on pourrait prendre la pêche, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et le sujet de l'emploi dans la transformation et la distribution. Et ces sujets-là, ils doivent être posés avec quelques principes, comme les principes que nous devons poser sur le sujet de l'environnement, à savoir une volonté d'avoir des emplois de qualité et des emplois durables. Des emplois de qualité et des emplois durables dans l'agriculture, des emplois de qualité et des emplois durables dans la transformation. Et on le voit, il y a des sujets, il y a des combats à mener dans l'ensemble de ces domaines. Et on pourrait même élargir le sujet à la détention des capitaux. Ça a été un peu évoqué par Jean-Marc Thomas tout à l'heure pour l'agriculture elle-même, pour la détention de l'agriculture, des terres agricoles, des outils de production agricole, mais on pourrait avoir ce même débat sur les unités de transformation, sur l'agroalimentaire et les grands risques qu'il peut y avoir, y compris sur notre souveraineté alimentaire, au regard de certains acteurs financiers ou acteurs internationaux qui viennent avec des visées stratégiques de moyen terme. Souvenez-vous, le grand débat que nous avions eu sur l'usine Sinutra, usine chinoise à Carhaix, qui n'avait pas fait l'objet de financement de la région, mais qui avait fait l'objet de gros débats entre nous tous dans la grande famille de gauche et dans la diversité de la famille de gauche. Voilà les trois piliers, les trois sujets à avoir en tête à chaque instant, à mon sens, dans notre débat et dans le débat que j'anime avec mon équipe et que j'ai à titre personnel sur ce sujet de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Bretagne. Alors pour agir, il y a trois grands sujets. Le premier sujet, c'est l'installation. Ensuite, c'est effectivement la qualité de vie des agriculteurs. Si je reste sur le milieu agricole, on pourrait prendre l'agroalimentaire. Et quand je dis la qualité de vie, c'est y compris le sujet du revenu. Et enfin, le sujet des transitions, puisque nous sommes dans une situation qui est existante et on ne va pas partir d'une page blanche, donc il faut parler transition. Pour ce qui concerne l'installation, la première des clés sur laquelle nous devons travailler, c'est bien entendu la formation de nos jeunes, c'est bien entendu
la manière de parler de l'agriculture, la manière d'expliquer ces métiers et de donner une envie à notre jeunesse de s'implanter dans l'agriculture, dans les agricultures. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que nous voyons aujourd'hui que nous avons des absences de vocation, des images colportées qui ne sont pas à la hauteur de l'ambition que nous avons pour ces métiers, et certainement des choses à faire bouger, y compris dans nos lycées agricoles. Et quand je dis y compris, c'est aussi dans nos lycées agricoles, avec des manœuvres, et j'en parlerai dans ma conclusion tout à l'heure, des marges de manœuvre au niveau d'une région qui ne sont pas si larges que ça, puisque vous le savez, nous n'avons pas, par exemple, la main sur les enseignements produits dans les établissements. Même chose sur l'orientation et la formation. Dès l'école primaire, dès le collège, nous avons à parler de l'agriculture, à parler des saisons, à parler des produits, à montrer les savoir-faire de nos territoires. Et je pense que c'est un sujet sur lequel nous devons agir. Là aussi, je n'ai pas la main sur l'EducNat, mais j'ai par exemple, dans le cadre de la politique du bien manger pour tous, proposé au recteur de faire un temps par semaine dès l'école primaire sur l'éducation au bien manger, sur l'éducation à l'alimentation, sur l'éducation aux produits de saison et de proximité. Et là, on pourrait y ajouter aussi la pêche. Et j'ai bon espoir que nous y arriverons, de la même manière que nous avons réussi en Bretagne, dans certains endroits de Bretagne, notamment le Finistère, à avancer sur des initiations au breton ou sur des actions qui ont pu être conduites dans le domaine de la culture ou du livre. Je ferme la parenthèse, mais c'est un sujet important. L'autre sujet important pour l'installation, mais là, ça a été très bien dit par Jean-Marc Thomas, c'est le foncier. C'est le foncier avec un vrai enjeu, bien entendu, de transition, parce qu'il y a le combat pour la préservation des terres agricoles. Et je pense que ce que nous avons mis dans notre SRADET permet de commencer à poser des jalons très clairs sur le fait que la terre agricole et les espaces naturels sont indispensables pour l'avenir, ce qui génère d'autres débats, y compris dans notre famille de gauche, sur la manière de construire les villes, de densifier les villes et les hameaux. J'étais il y a quelques instants dans une commune du nord d'Ille-et-Vilaine qui travaille sur sa densification dans une petite commune de 600 habitants. Nous voyons qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent, mais là aussi, je passe et je vais au sujet d'après. Et donc, sur le sujet de la transition, il y a clairement des textes à faire bouger, il y a clairement la loi foncière à faire voter en urgence, ça a été dit là aussi, et nous avons à faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience. Nous venons d'installer les 1200 conseils municipaux de Bretagne. Nous venons d'installer les 59 intercos de Bretagne. Nous allons les rencontrer dans les prochaines semaines. Nous allons les rencontrer avec notre Brescope, nos schémas régionaux avec l'ambition que nous portons pour l'avenir de la Bretagne. Et je peux vous dire que sur ce sujet, nous continuerons d'expliquer aux collègues élus locaux qui ont la main sur l'urbanisme, et notamment au travers des PLU et des PLUI, qu'il y a un enjeu à préserver les espaces et un enjeu à accompagner la transition d'exploitation, ou le transfert d'exploitation ou la succession dans les exploitations, effectivement en gardant une intensité humaine, et une intensité humaine d'exploitation. Parce que nous avons, j'ai été maire et je le vois, des jeunes gens qui rentrent dans le métier de l'agriculture ou dans les métiers de l'agriculture, que ce soit dans les productions animales ou végétales, qui ont d'autres modèles que leurs aînés, qui n'ont pas besoin des mêmes surfaces, qui n'ont pas besoin des mêmes outils d'exploitation, et qui ont des barrières à l'entrée qui sont considérables. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le sache et il faut qu'on y travaille. Ça me semble indispensable, parce que la courbe, effectivement, du nombre d'exploitations est en descente au niveau régional, et la courbe du nombre d'agriculteurs est en descente aussi. Donc, il y a un vrai sujet par rapport à cela. Le deuxième point, c'est la qualité de vie de nos agriculteurs, comment vivre de son travail, comment être fier de son travail, comment être en capacité d'en vivre dignement. Là, il y a plusieurs enjeux sur lesquels nous travaillons. Bien entendu, il y a les accompagnements que nous avons pu en mettre en place sous forme de MAEC ou sous forme d'accompagnement avec les fonds européens sur la modernisation des exploitations agricoles partout en Bretagne. Et là, il y a des débats, parce que nous accompagnons, et c'est le choix que nous avons fait, tous les agriculteurs, avec à chaque fois un objectif de progrès. Alors, il y a des progrès qui sont rapides et volontaires de la part d'une partie du monde agricole. Il y a des progrès qui sont plus lents et plus compliqués avec une autre partie du monde agricole et qui nécessitent de la pédagogie. Et puis, il y a enfin une dernière catégorie, une dernière partie de la population agricole qui, pour différentes raisons, y compris une raison de modèle, de système, d'organisation, voire de taux d'endettement et de portage de dette, qui font que les transitions et les évolutions de modèles ne se font pas de manière aussi rapide. Mais il est clair
clair que les accompagnements que nous apportons pour faire en sorte de moderniser les outils et d'accompagner les agriculteurs visent à leur offrir une qualité de vie et à accompagner le troisième pilier, cette transition qui est indispensable et qui, au travers de certains contrats, nous permet d'avancer avec des réussites diverses, mais des réussites quand même, avec, encore une fois, en tête l'obligation, l'ambition de préserver l'eau, la terre, de préserver, bien entendu, l'air, de travailler sur le stockage de carbone, de travailler sur des nouvelles pratiques, avec un modèle que nous prônons, qui est le modèle agricole, qui s'appuie sur une diversité de production animale et végétale, et un modèle qui, me semble-t-il, doit être valorisé en permanence dès les lieux d'enseignement, c'est bien entendu le polyculture élevage avec des exploitations qui soient d'une taille suffisamment modeste pour être résilientes dans la crise et pour être détenues par les agriculteurs eux-mêmes. La capacité des agriculteurs de détenir leur outil de production me semble quelque chose de très important. Voilà les 3 piliers sur lesquels nous agissons au niveau de notre action, avec quelques principes qui ont été posés et pas toujours vus. Je rappelle que j'ai annoncé en session du Conseil régional que la région se donnait comme ambition de voir l'arrêt des importations de soja sur le territoire régional, de toute importation de soja, puisque quand on prône l'autonomie alimentaire, ce n'est pas seulement être capable de nourrir les femmes et les hommes, c'est être capable d'être autosuffisant dans la production alimentaire pour les hommes et les femmes sur notre territoire. Et donc, nous avons par exemple dit que nous voulions arrêter l'importation de soja, ce qui me vaut quelques moments compliqués avec les dockers de Lorient, puisque l'activité économique du port de Lorient est très, très appuyée sur les sojas, comme le port de Saint-Malo est très appuyé sur les importations de matières engrais minéral pour l'agriculture. Nous avons là des principes qui ont été posés, des manières de faire qui sont encore à travailler. Et si je prends ce sujet du soja, et je vois le temps qui file, je vais essayer d'être rapide, nous avons effectivement des points sur lesquels nous ne sommes pas exactement en phase avec ce qui a été, ou pas du tout en phase avec ce qui a été expliqué par Marie-Pascale, à savoir que pour ce qui nous concerne, à partir du moment où l'agriculture existe telle qu'elle est en Bretagne et qu'on ne peut pas faire un contrôle alt-sup et redémarrer depuis zéro, nous prônons un travail avec les régions voisines, région Pays de la Loire, région Centre, région Normandie, pour faire à l'échelle du Grand Ouest une production protéagineuse végétale pour nourrir notre cheptel et faire en sorte qu'il y ait une boucle vertueuse à 200-300 km avec ces territoires-là, qui sont eux-mêmes dans des productions qui sont un peu à bout de souffle, et je pense notamment aux céréales pour l'export dans la région centre. Et nous voyons bien qu'il y a des boucles vertueuses qui ne sont pas forcément la finalité absolue de la transition du modèle agricole, mais qui sont une belle étape vers laquelle nous devons aller et qui mobilisent beaucoup d'équipes pour y réfléchir, pour trouver des systèmes, pour trouver des modèles qui soient puissants et qui permettent d'accélérer cette première transition qui est un pas qui nécessite débat entre nous, je le sais, mais qui a été assumé par ma majorité et que j'ai assumé à plusieurs reprises dans plusieurs débats et posé dans les lignes de la Brescope et dans l'ambition que nous portons. Même chose sur l'intensité de la production animale sur notre territoire. Nous sommes effectivement arrivés à un sommet, nous l'avons dit, et nous avons plafonné, par exemple, pour vous donner un exemple, nous avons plafonné le nombre de mètres carrés total de poulaillers en Bretagne. Nous avons indiqué qu'il n'y aura pas plus de mètres carrés de poulaillers en Bretagne. Nous avons 3,2 millions de mètres carrés, c'est considérable, 3,2 millions de mètres carrés. Nous n'en ferons pas plus, mais nous devons faire transiter l'ensemble de ces 3,2 millions de mètres carrés vers du progrès. C'est un travail là aussi important qui génère des débats entre nous parce que ce modèle d'agriculture est effectivement intensif, mais nous disons qu'il doit muter, évoluer vers cette indépendance au niveau du soja importé et vers, bien entendu, un modèle qui soit plus respectueux de l'environnement et plus rémunérateur pour l'agriculteur. Nous en reparlerons nécessairement parce que je sais que ce sujet nous anime beaucoup et c'est normal et donc nous en reparlerons. Il me reste 2 minutes, je vais faire très court. Vous dire que pour régler tout ça, nous avons finalement pas grand-chose. J'ai dit il y a quelques mois que nous avions quelque part un cure-dent et une pince à épiler. Quand je dis ça, c'est que nous avons un budget de 30 millions d'euros par an pour l'agriculture sur le budget d'1,6 milliard de la région. Alors vous me direz, vous avez qu'à en mettre plus, mais ça, c'est des débats sans fin sur les équilibres entre nos différentes politiques. Et puis, à côté de cela, la PAC déverse sur le territoire régional 500 millions. Et donc, vous voyez le rapport entre le bras armé de la région et le bras armé des fonds européens, d'où cette annonce de dire que nous voulions effectivement la régionalisation de la PAC avec quelques principes qui ont été travaillés avec l'ensemble des acteurs.
avec tous les acteurs. Certains ont fait l'objet de consensus, certains ont fait l'objet de dissensus, mais parmi les sujets que nous avons posés dans cette régionalisation de la PAC, il y a la capacité pour nous de plafonner, par exemple, les aides par unité de travail sur les exploitations et en parallèle de mettre un plancher au niveau des aides, visant notamment à permettre d'offrir un revenu plus décent à ceux qui travaillent, par exemple, sur l'horticulture ou la production horticole sur des petites surfaces. Nous avons des agriculteurs qui travaillent sur des productions maraîchères ou c'est dans une production horticole sur des petites surfaces qui nécessitent beaucoup d'intensité de travail et qui ne s'y retrouvent pas au niveau de leur revenus. Nous aurions là, avec un plancher au niveau des aides PAC, une capacité à les accompagner. Et ce modèle nous semble tout à fait équilibré et quelque part en phase avec l'idée qu'à un moment donné, il va falloir retravailler au découplage parce qu'on ne va pas s'en sortir à toujours courir après les surfaces. C'est un outil qui génère des débats, vous l'avez vu, les débats ils sont dans la place publique. Nous allons en débattre publiquement en session du Conseil régional dans quelques jours, c'est le 10 juillet, et je pense que nous aurons là un outil, si nous l'obtenons, qui sera un outil puissant pour accélérer les transitions. Je termine avec 3 mots rapides pour vous dire que pour le moment, nous sommes plutôt en marche arrière. Pour le moment, la décision qui a été annoncée par Édouard Philippe il y a 6 mois, c'est de recentraliser la partie de la PAC que nous gérions sur les MAEC, les mesures agri-environnementales et climatiques dont Jean-Marc Thomas parlait tout à l'heure, qui ont fait l'objet de débats et qui ont permis en 2015 de poser un principe d'un contrat avec les agriculteurs pour les accompagner dans des pratiques agri-environnementales et pour les accompagner vers des modèles tout en restant avec une capacité de vivre de leur travail importante, ça, on va le perdre. Pour le moment, l'arbitrage rendu par le gouvernement, c'est que ça remonte à Paris, avec une négociation de fait nationale et plus une négociation régionale. Ça, c'est le premier point. Donc, pour le moment, quand tout le monde dit « oh là là, la région va tout prendre, la région va tout prendre », pour le moment, les arbitrages rendus, c'est que la région va tout perdre. C'est en train de partir à Paris. Et là, pour le moment, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est passé complètement sous silence et personne n'a rien dit. Bon, donc je me dois de le redire ici. Et enfin, dernière chose, et j'en aurai terminé pour qu'on ait du temps pour les questions, conformément à ce que Fourou a dit tout à l'heure. J'ai déjà 1 minute de retard, donc je vais faire très vite. Il faut que l'on découple 3 niveaux et 3 débats quelque part. L'ambition globale, et après, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau régional, le niveau bien sûr de l'État, et que peut faire l'État, et le niveau de l'Europe. Au niveau région, je vous ai dit ce que j'étais en capacité là de faire ou les sujets sur lesquels on peut continuer à avancer. Au niveau de l'État, il faut continuer à mettre la pression parce qu'il y a ce sujet de la loi foncière, il y a ce sujet de la commande publique où il y a besoin de faire encore évoluer des choses pour qu'avec les villes, avec les hôpitaux, avec les EHPAD, avec les cantines des collèges et des régions, nous ayons un effet levier plus important dans les transitions et dans les modèles vertueux que nous voulons soutenir en Bretagne. Et enfin, il y a le sujet du paiement redistributif qui a été effectivement mis par Stéphane Le Foll. Nous étions des fervents défenseurs de ce paiement redistributif. Ça devait être doublé dans le début du mandat suivant. Ça a été stoppé à la fin du mandat. Les 50 premiers hectares, vous vous souvenez, c'est le surpaiement des 50 premiers hectares. On est à la moitié du gué. Nous aurions dû aller à l'autre moitié du gué. Ça fait déjà 2 ministres de l'Agriculture que nous avons sous le gouvernement d'Emmanuel Macron et aucun ne veut en entendre parler. Avec des tensions nationales entre les zones de montagne et les zones de plaine. J'arrête là, mais là, il y a une vraie difficulté par rapport à ça. Et en parallèle, je rappelle juste pour mémoire, pour ceux qui s'intéressent à l'agriculture, que ce paiement redistributif avait été négocié en parallèle du transfert du pilier 1 vers le pilier 2 pour aller alimenter les zones de montagne. C'était ça le sujet, puisque nous étions les premiers perdants de ce transfert du pilier 1 vers le pilier 2 pour aller vers les zones de montagne, et qu'en parallèle, nos agriculteurs finalement ont un niveau de revenu qui est somme toute en moyenne plus faible. Je mets à part certaines exploitations et certaines agricultures, mais en moyenne plus faible que les agriculteurs de montagne, même si, bien entendu, étant dans la République, mon ambition n'est pas de fractionner le pays encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, vrai débat avec l'État, y compris sur ces MAEC que l'État a choisi de reprendre. Ce n'est pas l'Europe qui le lui demande, c'est l'État qui a décidé de reprendre les fonds européens que la région gérait. Enfin, et dernier point, et après je laisse la parole aux collègues qui veulent poser des questions et nous y répondrons tous, le sujet enfin de l'Europe, parce que effectivement, que ce soit Jean-Marc Thomas ou Marie-Pascale Delorme, les choses ont été dites, il faut que l'Europe évolue, qu'il y ait des débats sur cette PAC qui va se mettre en place finalement que dans 3 ans.
Mais il faut que nous, en parallèle, on joue en n'attendant pas la PAC de demain. Il faut qu'on puisse agir sur le territoire avec les outils d'aujourd'hui en ayant en tête les débats que nous voulons avoir pour la PAC de demain. Ça, c'est un des sujets un peu compliqués que nous avons à traiter ensemble parce que, encore une fois, les leviers d'aujourd'hui sont peut-être pas ceux de demain, les politiques d'aujourd'hui sont peut-être pas celles de demain, mais nous travaillons avec les textes constants que nous avons là actuellement sous notre main et donc nous ne pouvons pas faire comme si en Bretagne nous appliquions une PAC rêvée qui n'existe pas au niveau européen. Et ça, c'est important de se le dire parce que sinon, on se crée des leurres entre nous et de fait, je pourrais générer après des désespoirs de la part de celles et ceux qui croient encore un peu dans les hommes politiques. Voilà rapidement ce que je peux vous dire. Donc, continuons un débat global sur les idées, y compris en réfléchissant international. Je pense que c'est une responsabilité de la gauche de réfléchir humanité. On n'en a pas parlé là, mais il va falloir quand même en parler. Et ayons en tête la capacité que nous avons à agir avec les maires, avec les intercos, avec les départements, sur des actions concertées, sur une vision concertée que nous avons de ce que nous voulons faire pour l'agriculture en général en Bretagne. Voilà rapidement, chers tous et chers Forou, pour laisser la place aux questions. J'ai déjà 5 minutes de retard, donc je me tais. Merci beaucoup Loïc pour cette vision offensive de notre région avec des propositions concrètes qui vont certainement faire le débat et c'est pour ça que nous sommes là, même si par ailleurs j'ai quand même remarqué qu'il y a des points de convergence importants entre les trois intervenants. Donc la place à l'échange, je remercie tous les trois pour la qualité de vos interventions et aussi le respect du temps de parole.